Bonjour Christian Chevalier. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du SE-UNSA, qui vient d'organiser dans l'amphithéâtre de la MGEN le colloque École pour tous, école pour chacun. Pourquoi un tel colloque, dont on ne peut passer sous silence qu'il s'y situe au lendemain de l'élection à la présidence de la République? Alors bon, le colloque se situe à quelques encablures de l'élection présidentielle, mais enfin vous imaginez bien qu'il a été préparé il y a un an. Ceci dit, il tombe à pic parce qu'on pense que cette réflexion doit être au cœur de la réflexion qui devra être menée rue de Grenelle sur les évolutions futures du système éducatif. On voit bien que le système éducatif est aujourd'hui à la croisée des chemins, qu'il est à la peine, que les 150 000 élèves qui sortent du système éducatif sans qualification depuis maintenant plusieurs dizaines d'années sont toujours là, et que le système éducatif aujourd'hui est à la peine, vraiment, pour prendre en charge notamment les élèves les plus en difficulté, et ceux pour qui ça marche bien. J'allais dire ça marche bien et c'est tant mieux pour eux. Donc là, on a au fond une espèce de promesse démocratique qu'il faut tenter de réaliser. Alors, revenons à cette journée, quels premiers enseignements vous tirez de cette journée? D'abord, évidemment, des intervenants de qualité, et surtout, il me semble que l'état des lieux, l'analyse est conjointe, c'est-à-dire que chacun des intervenants a bien pointé du doigt les difficultés de notre système éducatif. Il a aussi pointé du doigt la contradiction et la difficulté d'ailleurs qu'il faut résoudre, c'est comment former tous les enfants dans l'école de la nation, de l'école de la République, mais comment prendre en compte chacun avec ses différences. C'est-à-dire que l'école qui consistait jusqu'à présent à laisser à la porte de l'établissement sa différence ou ses différences, on voit bien que ça n'est pas possible. Donc tout le débat est de savoir comment on peut individualiser les parcours, en tout cas agir en termes de pédagogie différenciée, tout en étant dans un collectif. Comme le disait très justement un des intervenants, c'est le rapport entre le je et le nous qu'il va falloir trouver, en tout cas qu'il va falloir résoudre de façon équilibrée. Alors justement, vous avez dans votre conclusion souhaité que l'école sorte de sa sanctuarisation et qu'elle redevienne l'école de la République juste et efficace. Elle est à ce point en si piteux état? Elle est en piteux état pour ceux qui en souffrent. Pour ceux qui, au fond, réussissent et réussissent bien, et il y en a, heureusement d'ailleurs, l'école de la République ne pose pas de problème. Ils en connaissent les arcanes, les biais pour réussir, pas de souci. Mais enfin, pour une grande partie des jeunes qui rentrent à l'école, ils en ressortent sans qualification, je le disais, et là, pour le coup, l'école n'est plus à la hauteur des enjeux. Donc on doit aujourd'hui repenser cette école, peut-être la retravailler, notamment, nous pensons, nous, à SE-UNSA, que la question du socle commun de connaissances et de compétences, de connaissances et de compétences, est aujourd'hui sans doute au centre du débat. Relever cet impératif du socle commun de compétences et de connaissances est pour vous un impératif pour l'école inclusive. Mais n'est-ce pas une utopie? Écoutez, il faut toujours avoir quelque utopie. Je pense que le rêve, c'est ce qui fait fonctionner le monde. Bon. Au-delà de ça, on voit bien qu'on peut avancer. Il y a des pistes. On observe que dans un certain nombre d'autres pays, de l'OCDE notamment, cette école fondamentale, cette école du socle commun, existe, fonctionne et donne plutôt de bons résultats si on en croit les résultats et les analyses PISA. Bon. Donc il faut travailler sur cette voie-là, il faut refonder, rénover, en tout cas revoir le fonctionnement de notre école, notamment dans sa partie école obligatoire. Mais bon, il faut la revoir au niveau de l'école obligatoire. Pourtant, dès lors que vous posez le problème de l'école fondamentale, se pose également le problème de l'école Bac-3, Bac+3. Bien sûr, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a la scolarité obligatoire, on ne se désintéresse pas au SE-UNSA de ce qui se passe après. Notamment, nous pensons qu'il y a effectivement désormais, avec le LMD, un vrai nouveau bloc qui est en train d'apparaître, c'est le bloc Bac-3, Bac+3. On voit bien que là aussi, le lycée prépare, peut-être pas très bien aujourd'hui, à l'entrée à l'université. Il n'est qu'à voir le taux d'échec en premier cycle universitaire. Donc il y aura sans doute une réflexion à conduire et sans doute un chantier à poursuivre, voire à entreprendre sur ces questions-là. Mais enfin bon, il y a des priorités en termes politiques, en termes de politique éducative. Il nous semble aujourd'hui, nous, que la question de la scolarité obligatoire est primordiale. C'est le socle des apprentissages. Et puis au fond, c'est ce qui peut permettre une intégration professionnelle, une intégration sociale, et au fond, une intégration citoyenne. Je suis un dans la cité et je m'y trouve bien. Mais quels sont les leviers?
Les leviers vont être multiples, les leviers à tirer. Alors il y en a un qui est essentiel. Alors je pense que c'est celui de la formation des enseignants, bien évidemment. Mais, qui a souffert. Qui a beaucoup souffert au cours de ces 5 dernières années. Je crois que chacun reconnaît que la masterisation telle qu'elle a été conçue par l'équipe d'Arco, c'est une catastrophe. Bon, il faut donc revoir cette masterisation. Je crois aussi qu'on ne fera pas l'économie de la définition précise de ce que sont les missions des enseignants. Aujourd'hui, donc ce n'est pas automatiquement un retour en arrière, il faut revoir l'ensemble. Définissons ce que c'est qu'aujourd'hui le métier d'enseignant. Quelles sont les missions d'enseignant? Une fois qu'on aura défini ça de façon claire, on saura quel type de formation initiale il faut mettre en œuvre, quel type de formation continue il faut mettre en œuvre, et évidemment tout ça, il faudra le mettre en adéquation avec ce traitement de la diversité de nos élèves, donc au fond la pédagogie différenciée, et là il va falloir apprendre, en tout cas former nos collègues enseignants à ces pratiques qui pour certains sont des pratiques inconnues. Vous avez également dans votre conclusion prôné l'idée que faire des efforts, c'est tout à fait nécessaire, il faudra même les faire en allant au-delà du nécessaire accroissement des moyens. Comment traduire cela? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on va injecter 60 000 emplois qu'on a réglé la question de l'école. Il faut aller au-delà. C'est, je le disais à l'instant, la formation des enseignants, c'est sans doute revoir les programmes, c'est évidemment revoir les rythmes de vie et les rythmes scolaires des enfants, pas qu'à l'école primaire, mais aussi au collège et au lycée. C'est revoir le socle commun tel qu'il a été conçu, il a des faiblesses, il faut qu'on le voit. C'est la question de l'évaluation du système éducatif. Donc on voit qu'il y a de multiples entrées, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Quand on regarde les pratiques des jeunes adolescents, des enfants même, donc de l'enseignement scolaire, on se rend compte que le numérique prend une place de plus en plus importante dans leur vie sociale, dans leur vie personnelle. Mais alors, le numérique peut-il participer de cette évolution du système éducatif, de l'école, et à quelles conditions? Alors moi, je suis persuadé que l'école ne fera pas l'économie de rentrer dans l'ère numérique. C'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de la communication. Le numérique permet aussi de doter les élèves d'outils d'apprentissage, de logiciels qui vont leur permettre d'apprendre. Alors évidemment, avec l'aide d'un enseignant, d'un maître à proximité, d'un tuteur. Mais enfin, on voit bien qu'on ne pourra pas faire très très longtemps comme si ces outils n'existaient pas. Alors d'abord, beaucoup d'enseignants s'en sont emparés. Bon, souvent de façon informelle et en se débrouillant avec leurs propres moyens ou les moyens du bord. Je pense que l'institution doit encore faire de vrais efforts. En termes de formation initiale, c'est une évidence, mais aussi en termes de formation continue. Aujourd'hui, arrivent des outils comme les tablettes numériques, qui sont des outils assez remarquables, me semble-t-il. Et moi, je pense qu'à terme, il faudra sans doute que... d'abord, on va très vite voir arriver des gamins avec leurs tablettes numériques, ils les auront avant les profs. Bon, donc il va bien falloir que ces outils soient appropriés par l'ensemble de la collectivité éducative pour qu'on apprenne à travailler avec cela. Bon. Donc ça nécessitera aussi des investissements nouveaux de la part des collectivités territoriales, des familles peut-être. En tout cas, il faudra que l'État fasse un effort, donne des signaux forts en termes d'équipement pour que, au fond, on rentre dans cette logique de, alors pas du tout numérique, mais de l'appui numérique, si je peux dire ça comme ça, au fond, aux apprentissages dans le cadre de la scolarité. La situation telle qu'on l'a décrite aujourd'hui du numérique dans l'éducation révèle des fractures essentiellement géographiques, des différences fortes, des inégalités fortes dans la société éducative française. Comment pensez-vous qu'on peut remédier à cela? C'est complexe. Parce que là, il y a des questions d'équipement et des questions de formation. Et des questions également de compétences, puisqu'il y a 3 collectivités territoriales en charge de l'ensemble du système éducatif. Tout à fait. Ce qui veut dire que là aussi, il va peut-être falloir passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que la tablette numérique, ce n'est pas ce qu'on offre aux collégiens 6 mois avant l'élection qui va suivre par tel ou tel président de conseil général. C'est la Corrèze, ça? Peut-être non, mais je pense qu'il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un gadget. Il ne faut pas que ça apparaisse comme un gadget. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont des vrais outils. Enfin, en tout cas, ça devrait être, ou ça pourrait être des vrais outils d'appropriation de la connaissance. Enfin, on voit bien que, par exemple, les savoirs, les connaissances aujourd'hui, on va les chercher très très rapidement sur Google, par exemple, que dans les compétences qu'il va falloir apporter à nos élèves, c'est comment je fais le tri, comment je hiérarchise, quelle est l'information utile. Bon, éviter les copier-coller.
qui se multiplient. Alors même si parfois ça peut être utile, ça permet de gagner du temps. Mais on voit bien que dans la démarche d'apprentissage, de nouvelles logiques sont en train de se mettre en place, de nouvelles modes de fonctionnement. Bon, on a des sources inépuisables d'informations, bon, et en flux continu, à la fois avec du texte, de l'image, du son, de la vidéo. Donc le monde change, la société change, et on voit bien que le livre ne peut plus rester la seule référence. Bon, même si c'est une référence importante de mon point de vue. L'avenir pour vous? Un espoir mesuré, raisonnable? Moi, raisonnable forcément. Bon, le contexte économique pèse, on le voit bien. En tout cas, moi, j'ai le sentiment que la volonté politique affichée est là. Il faut maintenant la mettre en musique. C'est toujours plus délicat, parce qu'il y a parfois des réticences, des contraintes. En tout cas, nous, à l'UNSA, on est partant pour cette aventure, pas à n'importe quel prix, parce que nous représentons des enseignants, donc on ne va pas les sacrifier non plus. Je pense que nos collègues ont envie de changement, ils ont besoin qu'on leur redonne du sens à ce qu'ils font, ça c'est fondamental. Ils ont besoin de comprendre où on veut les emmener, quel système éducatif que l'on veut construire, ils ont besoin d'être épaulés. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'on dira au ministre quand on le rencontrera dans les prochains jours. Merci beaucoup.